Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Bienvenue les amis, bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ravis de vous retrouver, ça va Frédéric Brindel? Très bien, bonsoir à tous. Bonsoir chers amis. Nous allons aujourd'hui, bien entendu, commenter l'actualité, vous donner la parole, les 0826 300 300 comme à chaque fois. Vous pouvez vous nourrir bien entendu de, comment on peut dire, de ce qui se dit pour le retranscrire à votre manière. Oui, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais c'est pas. Non, mais moi c'est ce que j'avais envie de dire. Voilà, je laisse libre cours à votre imagination. En tout cas, on a entendu quelqu'un parler là. Oui. Et on ne l'a pas encore présenté. Qui ça? C'était. On va le dire dans quelques instants. Allez, au sommaire de cette émission, à quoi tient la popularité des hommes et des femmes politiques et ça, leur personnalité, leur action, leurs idées, leur rareté et selon, on vous pose cette question, suite à un sondage IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, 57% des Français ont une bonne opinion de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, en hausse de 3 points, idem pour François Hollande et Bruno Le Maire dans le top 3, Frédéric. Récapitulons, la tendance, un ex-premier ministre, un ex-président de la République, un actuel ministre, une prime aux ex, donc plutôt masculin d'ailleurs. La première femme est 4e et c'est Rachida Dati, juste devant un ex, Nicolas Sarkozy, un ex-président de la République, fallait-il préciser. Nous retournons donc vers vous, chers auditeurs de Sud Radio. Et pour l'instant, sur cette question, à quoi tient la popularité des femmes et des hommes politiques, vous dites à son action à 43% pour ceux qui votent sur notre compte Twitter et 28% pour sa personnalité. Oui, il y a 4 choix, on le rappelle, ouais. Personnalité, action, idée, rareté. Absolument, voilà. Je l'avais dit déjà. J'avais pas entendu, c'est bien moi. Ça, c'est tout moi. C'est tout moi. Mais oui, c'est un binôme, c'est bien. Allez, faut-il réquisitionner les éboueurs? On en parlera à 18h30 dans le coup de projecteur des Vraies Voix. Paris, Nantes, Le Havre, Saint-Brieuc. Depuis une semaine, les éboueurs font grève et réclament de la part du gouvernement une prise de conscience face à la pénibilité de leur travail. Un mécontentement qui pourrait tourner à l'urgence sanitaire, Frédéric. Ça ressemble de plus en plus au règne de la débrouille. Des municipalités font appel à des sociétés privées pour désengorger. Les habitants pestent contre les rats. Les collectivités peuvent prendre des mesures exceptionnelles au nom de la salubrité publique, mais hésitent à le faire. Doivent-elles agir plus automatiquement ou souhaitez-vous que la colère des éboueurs puisse s'exprimer pleinement pour maintenir la pression? Vous avez raison. En tout cas, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Cette émission est la vôtre. On vous souhaite la bienvenue. C'est Les Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio. Et donc, vous les avez entendus forcément tout à l'heure. C'est un peu leur teasing, le rire de Françoise de Gois, parce qu'elle ricane. Bonsoir Françoise de Gois. J'aime quand vous commencez l'émission en disant on ne sait pas de quoi on va parler, mais vous dites vous avez raison. Là, ouais. J'aime ce vous avez raison. Oui, on a été sage. Oui. Vous avez vu qu'on n'a pas perturbé votre sommaire. Moi, je n'en reviens pas. Non, je sais pas ce qui parce qu'il y a Frédéric Dabi, donc on essaie d'être polissé. C'est pas bon signe. Avec Philippe Bilger qui est avec nous. Ça va, Philippe? Tous les soirs, je suis très sage. Je sais. Même au Kikadi. Ouais, même au Kikadi, c'est vrai. Mais ce soir, il faut vous lâcher. Frédéric Dabi qui est avec nous, le patron de l'opinion et de l'IFOP. Comment ça va, Frédéric? Ça va très bien, Cécile. Bonsoir à tous. On est ravis de vous trouver en forme. Ça s'est bien passé ce début de semaine. Vous êtes content? Oui, moi je suis content de ce qui arrive demain et après-demain, vous voyez. Rouge. Je vois Philippe qui opine du chef. Quand Françoise est trop contente, moi je sens une vague de mécontentement qui arrive chez moi. Pas toujours. Allez, Pierre est avec nous, 0826 300 300. Il nous appelle de Toulouse. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Je suis extrêmement content d'avoir Philippe Bilger, Françoise de Gois et bien sûr Frédéric Dabi, puisque nous allons pouvoir un peu discuter de choses intéressantes, me semble-t-il. Donc ça veut dire que Frédéric et moi, vous en Ne vous inquiétez pas Pierre, nous assurerons le relais entre vous et eux. Ça va les potiches? C'est pas grave Pierre. Franchement, on le prend hyper bien. C'est pas possible. Non mais Pierre, vous faites quoi dans la vie Pierre? Et je m'occupe d'immobilier. Ça ne nous intéresse pas. Qui se venge. Vous travaillez dans l'immobilier? Voilà, je m'occupe d'immobilier, oui. Et plus précisément de murs commerciaux. Voilà. C'est-à-dire que je suis spécialisé dans les murs commerciaux et notamment dans des murs qui sont assez difficiles à louer, notamment les boîtes de nuit, les hôtels, les choses comme ça. Mais quand on aura tout perdu, Pierre, quand on aura tout perdu, on s'adressera à vous pour ouvrir notre petite crêperie, on a dit. Exactement, là, sur la place Wilson, là, avec une petite boîte de nuit en dessous de jazz. Tout en petit, ouais. Alors moi, je vois tout en grand, vous voyez tout en petit. Donc, de toute façon, Pierre, c'est exactement ce qu'est la valeur de la pierre. Pardon, excusez-moi. Pardon, je ne le referai pas. Je ne pensais pas que nous étions en direct.
Excusez-moi. Elle est indigne de vous. Elle est indigne de moi, je le confirme. Et je Philippe vous jette David pas sort la de ce corps. En tout cas, vous allez avoir la possibilité de jouer contre Françoise de Gois, contre Philippe Bilger ou contre Frédéric Dabi. Donc il va bien falloir faire votre choix. Oui. En attendant, la chanson du jour. Laisse les filles, oui, laisse les filles, tu as bien le temps d'avoir des milliers d'enfants. J'ai envie de dire que cette chanson ne nous rajeunit pas, mon cher Frédéric. 1960, tenez-vous bien. Oh là donc, là, j'étais pas là. Moi. Laisse les filles, c'est le premier. Alors, c'est marrant parce que Justine, qui prépare l'émission avec nous, est jeune. Elle nous dit le premier single. Nous, à l'époque, on disait le premier 45 tours. Mais oui. 45 tours, le premier sorti par Johnny Hallyday le 14 mars 1960. Et ben voilà, c'est une bien C'est belle sûr que chanson. c'est le premier. Oui, qui a cartonné. C'est son Ouais, premier non, mais qui a... ça, j'étais en train de m'interroger en me demandant s'il n'y en avait pas eu un avant, mais je fais total Philippe confiance à Bilger, Justine. on nous aurait menti. On nous aurait menti. Ça lui Attention. a fait donc une carrière de 57 ans, ce qui est absolument Ouais. vertigineux. Vous J'ai souvenez, jamais c'est- été c'est fan ouf. de Johnny Hallyday, Ah ouais. je l'assume, mais rien que ça, c'est assez Ah bon, il admirable. n'y a aucune chanson que vous aimez? Je suis plus équipe Eddie Mitchell. Ah, oui, Voir ah, ouais. Divers. Ouais. Que Johnny oui, n'aimait pas. d'accord. On sent le rocker derrière J'ai le costume. quelque chose pour vous dans l'émission plus ouais, tard. c'est sympa. Ouais. Ouais. Vous vous En souvenez de cette première émission? Je pense que c'est avec ce 45 tours qui fait Denise Glaser. Exactement. Voilà, et il est d'une beauté, et c'est là qu'il D'une lui fait timidité croire, aussi. Ouais. il lui fait croire qu'il est américain. C'est incroyable, il ment quoi, il bluffe complètement. Non, c'est vraiment des images Ah, incroyables. c'est Quel comme type. Frédéric Dabi, il a des Santiago sous son costume, vous le savez. Ouais, Vous il savez est, pas. On peut pas le grandiose. montrer. Non, Voilà. ben non. Allez, tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Cher Philippe Bilger, vous voulez requérir contre l'envie d'une judiciarisation. C'est bien ce que je C'est voulais bien dire. ce que vous vouliez dire. En mieux. D'une judiciarisation forcenée. Si j'avais pu, j'aurais préféré plaider, et il n'en a pas besoin pour Johnny Hallyday, mais je ne savais pas qu'on commencerait par une chanson de lui. Pour Frédéric, j'ai une tendresse particulière pour lui, puisque nous avions exactement le même âge. À un mois près. Ah, c'est génial. Extraordinaire. Bon, mais je ne chante pas. Non, la judiciarisation forcenée peut vous apparaître paradoxale dans ma bouche, dans la mesure où un ancien magistrat pourrait dire, mon Dieu, l'état de droit, la justice, pour les affaires personnelles ou publiques, peut être un remède très efficace. Mais le hasard a fait que récemment, j'ai lu dans le Parisien un titre, la mère d'un adolescent accuse la mairie de transphobie. Quand on lit l'article, c'est une chose, certes, qui peut toucher cette petite fille qui se sent comme un garçon, mais je me suis dit, qu'est-ce qui peut pousser des parents tout de même, dans ce domaine comme dans d'autres, à considérer que le remède, c'est dans la judiciarisation, dans la poursuite d'une municipalité ou de son prestataire. En ce qui me concerne, je conseillerais plutôt aux gens qui se trouvent confrontés à des difficultés de réfléchir avant de saisir la justice, parce que précisément il ne faut pas la banaliser, il faut l'utiliser à bon escient, et je crois que parfois judiciariser aggrave un ressentiment, développe une aigreur, ne donne pas forcément le sentiment d'équité et peut créer d'ailleurs des mécontentements, puisque comme on le sait, le service public de la justice ne donne raison qu'à une personne sur deux. Ah, Françoise de Gois. Je suis pas, c'est rare que je sois pas d'accord avec Philippe Bilger sur la justice, parce que je trouve toujours son point de vue subtil et très équilibré. Moi, je prendrais le contre-pied. Je pense que la justice, elle a ceci d'exceptionnel, c'est qu'elle n'est pas sentimentale, et que dans des situations de crise, elle sort justement des sentiments et elle juge sur une loi qui est établie, qui bouge depuis des siècles et des siècles, qui fait que nos démocraties sont des démocraties, que nos civilisations sont des civilisations. Et vraiment, moi, je crois qu'au contraire, je comprends très bien dans une affaire comme ça où il doit y avoir énormément de crispation, de surcharge émotionnelle, je comprends très bien que l'on puisse, à un moment donné, s'adresser à ce qu'on considère comme
comment dirais-je, une personne morale en tout cas, qui va faire fi de tout sentimentalisme, qui va faire fi de toute émotion et qui va remettre le débat, quelqu'un qui peut être neutre et qui va essayer de trancher ce débat forcément douloureux. Donc moi ça ne me gêne pas, je pense pas qu'on est dans un délire américain où finalement on va chercher de l'argent à travers tous les procès possibles imaginables, Cécile de Mélibus m'a regardé de travers, j'ai glissé, je me suis cassé la jambe, je porte plainte contre Sud Radio, tu vois. Bon, non, même parce qu'elle ne me regarde jamais de travers, en fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, au contraire, je pense que la justice ne s'use que si on ne s'en sert pas, et que dans des cas comme cela, aller chercher véritablement une entité qui enlève tout sentiment et tout sentiment exacerbé, ça me va bien. Après, d'un point de vue général, d'accord, juste une petite parenthèse journalistique, c'est-à-dire que on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de cette affaire en particulier. Oui, non, maintenant, sur la réflexion générale, voilà, c'est un exemple, mais c'est la question générale que vous développez. Je voulais juste le rappeler. Si on souffre, peut-être qu'à un moment donné, on a besoin absolument d'en référer à quelque chose. Frédéric, de nous. Je partage ce que Françoise a dit, cette vision cathartique de la justice, l'absence de sentimentalisme. Mais je ferai un petit pas de côté. L'IFOP, on a réalisé de très nombreuses enquêtes auprès des maires. On est en train d'en faire dans le contexte du mi-mandat. C'est dur d'être maire aujourd'hui. Oui, jamais la part des maires qui déclarent ne pas vouloir se représenter. Alors, en fin de mandat, ça bouge un peu, mais jamais la part des maires ne se représente pas, n'a jamais été aussi élevée. Et quand on les interroge, et c'était une enquête qu'on avait faite en 2019 pour le groupe LR du Sénat sur qu'est-ce qui fait que c'est très dur d'être maire, qu'est-ce qui fait qu'on hésiterait à se représenter. Bon, il y a la baisse des dotations de l'État, il y a les relations avec l'intercommunalité, il y a le niveau d'expertise des petites villes, parce que n'oublions pas, mais vos auditeurs le savent, mais il n'y a que 1000 villes de plus de 10 000 habitants en France. La France, c'est une mosaïque de petits villages. Et ce qui arrive très haut en premier, c'est le niveau d'exigence toujours plus fort des citoyens et la responsabilité parfois pénale des élus dans ce contexte de judiciarisation dont a parlé Philippe Bilger. Absolument. Eh bien, merci beaucoup. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va revenir avec vous, Frédéric. Mais vous avez vu comment on respecte aujourd'hui? On est super sage. On respecte le temps et tout. Vous avez remarqué qu'on est quand même assez inquiet avec Frédéric. À un moment donné, je vois que vous n'arrivez pas de vous regarder. Ça va charcler dans 10 minutes. Mais vous êtes en plein dans le débat démocratique. Félicitations. Non, mais ça ne peut pas durer comme ça. Et ben voilà, j'étais en train de faire un lancement. Il a fallu 2 secondes. Allez, on revient dans quelques instants avec un sondage IFOP à quoi tient la popularité des femmes et des hommes politiques. On vous pose cette question. Est-ce que c'est la personnalité? Est-ce que c'est l'action? Est-ce que ce sont les idées ou la rareté? Pour l'instant, vous prenez plutôt pour la personnalité et l'action. On en parle dans quelques instants avec notre spécialiste. Frédéric Dabi est avec nous. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Mélibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ensemble jusqu'à 19h. Françoise Degois est avec nous, Philippe Bilger est avec nous, avec Frédéric Dabi aussi, directeur général du pôle opinion de l'IFOP. On va revenir d'ailleurs sur ce baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio dans quelques instants sur les 3 personnalités préférées des politiques des Français. Quoi. On a déjà un petit peu vendu la mèche. Il y a des surprises. Oui, il y a des surprises. On va en parler dans quelques instants. En attendant, 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Félix. Ces 3 mots dans l'actu sont commission, pétition et inauguration. La commission mixte paritaire entre sénateurs et députés, c'est demain pour essayer de s'entendre sur la réforme des retraites. Une pétition signée par 130 eurodéputés réclame un impôt mondial sur la fortune des ultra-riches. Et puis l'inauguration à venir d'un quai Valéry Giscard d'Estaing à Paris. L'écologiste Alice Coffin a vu rouge à cette occasion en conseil municipal. Les vraies voix Sud Radio. Le gouvernement se dit toujours convaincu d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. En attendant, jeudi certainement, 7 députés et 7 sénateurs se retrouvent demain, mercredi, pour tenter de trouver une version commune. Une commission mixte paritaire qui ne sera pas filmée, comme le souhaitaient pourtant les députés de la France Insoumise. La chef de file des députés LFI, Mathilde Panot, promet tout de même de faire la transparence sur ce huis clos. Écoutez, nous, on va utiliser ce que nous avons à disposition, c'est-à-dire à la fois évidemment nos réseaux sociaux, nos Twitter et autres, peut-être sortir régulièrement, faire des points aussi vidéo ou live de ce qui s'y passe. En tout cas, nous voulons sortir ce qui se passe dans cette commission mixte paritaire d'un secret et d'une sorte de démocratie de couloir pour que on puisse avoir une publicité, une transparence sur ce qui s'y passe et ce qui s'y vote.
Les députés opposés à la réforme des retraites préparent une motion de rejet global du texte s'il est soumis au vote définitif jeudi. Autre riposte, une motion de censure transpartisane contre le gouvernement. Les indépendants du groupe Lyot, Liberté, Indépendants et Territoires veulent jouer un rôle de catalyseur sur ce sujet. Un jour très attendu demain, Philippe Bilger. Cécile, sur l'histoire de la CMP, moi, j'aurais trouvé très intéressante la publicité des échanges, parce qu'au fond, ça aurait complété ce que j'appellerais la formation de base sur le plan constitutionnel du citoyen français avec ce projet de loi sur les retraites, aussi bien pour l'Assemblée qu'au Sénat. Je trouve dommage qu'on n'ait pas fait une exception. Oui, je trouve c'est incroyable. On se demande bien pourquoi la présidente, on a bien compris pourquoi, mais c'est incroyable de donner, en plus, vous donnez une suspicion, vous jetez le doute sur ce qui va se passer dans cette commission mixte paritaire. C'est dérisoire. Par ailleurs, demain et jeudi, jour crucial, j'en parlais avec Frédéric Dabi, mais je fais appel à votre mémoire à tous autour de la table et toutes, également Cécile. Je n'ai pas le souvenir de leaders syndicaux manifestant devant l'Assemblée nationale le jour d'un vote. Je crois que ça n'est jamais arrivé. L'ensemble des leaders syndicaux, Laurent Berger, Philippe Martinez, mais pas simplement, info, il y a 8 organisations syndicales, seront devant l'Assemblée. Et je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente véritablement. C'est très intéressant. Moi, j'ai pas souvenir non plus. Françoise, et pour moi, c'est le reflet de ce qui s'est passé pendant cette bataille, cette séquence retraite, à savoir une sorte de lutte entre la scène politique, la France insoumise, la NUPES, voulant impulser le mouvement, et la scène syndicale. En 95, personne ne se souvient de prise de parole de Lionel Jospin, qui était le chef de l'opposition après sa belle campagne présidentielle, mais on se souvient de Louis Vianney, de différents leaders syndicaux. En 2010, c'était plutôt une bataille Éric Woerth-Fillon contre les leaders syndicaux, notamment Bernard Thibault. Là, on a vraiment cette confrontation qui a été tranchée par les Français dans des sondages, ce ne sont que des sondages, où on a eu le sentiment que c'était la scène syndicale qui était la plus légitime à porter le fer contre cette réforme. Mais l'heure est grave. Hein. Je veux dire par là qu'être capable de mettre Laurent Berger dans cet état aussi radical, aussi abrasif, et surtout la CFDT... Ou la CGC. Et la CGC, oui, effectivement, vous avez raison, encore pire, mais on la connaît moins, mais c'est quand même, il y a quelque chose qui se passe dans ce pays avec le niveau de sympathie pour les manifestants qui me paraît incroyable. Et sur la diffusion de la la diffusion donc de la commission paritaire, c'est vrai que de plus en plus nous avons pris l'habitude de visionner tout ce qui se passe dans les assemblées. C'est bizarre, ça manque. En même temps, Françoise, allez-y, Philippe. La radicalité de Laurent Berger, ce que j'aime bien, c'est qu'elle sait s'amender. Il dit si l'Assemblée vote, j'en prends acte, un point, c'est tout. Donc, il n'a pas tout à fait dit ça, d'abord, parce que c'est la tradition de la CFDT. Quand un texte est voté, on rentre tous à la maison. Ça, c'est la tradition de la CFDT. Il dit pas ça, Laurent Berger. Il dit si ça passe au 49.3, c'est grave. Non. Et si, mais l'autre chose, et ça terminera la parenthèse. Il est quand même assez flou sur qu'est-ce qu'il va faire, que vont faire ses troupes si le texte est voté. Allez, restons dans la question des retraites. À 18h30 d'ailleurs, dans le projecteur des vraies voix, faut-il réquisitionner les éboueurs? La question que nous vous posons, vous les auditeurs de Sud Radio, on sera avec des élus de communes et des villes concernées pour en parler. Alors, autre sujet, cette pétition signée par 130 eurodéputés pour demander une taxation mondiale des ultra-riches. Ce que nous avons réussi à accomplir pour les multinationales, nous devons désormais le faire pour les grandes fortunes, écrivent dans une tribune publiée par Le Monde l'eurodéputé socialiste Aurore Lalucq et l'économiste Gabriel Zucman à l'initiative de cette campagne signée par 130 eurodéputés désormais. Notre proposition est simple, écrivent-ils, instaurer un impôt progressif sur la fortune des ultra-riches à l'échelle internationale afin de réduire les inégalités tout en participant au financement des investissements nécessaires à la transition écologique et sociale. L'économiste Gabriel Zucman qui s'en expliquait il y a quelques semaines dans l'émission C'est ce soir sur France 5. Pour ce qui est des milliardaires français, les milliardaires ne payent quasiment aucun impôt sur le revenu parce qu'ils peuvent se payer des dividendes qui gardent dans leur société holding, donc ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Il n'y a plus d'impôt sur la fortune, il y a un impôt sur la fortune immobilière, mais l'immobilier, leur fortune, c'est des actions, c'est pas de l'immobilier. Donc c'est un impôt sur la fortune qui est parfaitement régressif, qui ne vient pas taxer les très grandes fortunes qui sont surtout investies en titres financiers. C'est vrai que même quand l'ISF existait,
il exonérait les très grandes fortunes, les milliardaires, Bernard Arnault et autres ne le payaient pas. Et taux effectif d'imposition pour les très très grandes fortunes françaises, les 380 ménages aux revenus les plus élevés, donc le 0,001% du haut de la distribution. Alors taux effectif d'impôt sur le revenu, c'est de l'ordre de 2%. Les auteurs mentionnent l'idée d'une taxation à 1,5% à partir d'un patrimoine de 50 millions d'euros. Ils affirment qu'en 2018, par exemple, Elon Musk, alors deuxième homme le plus riche du monde, n'a pas payé 1 centime d'impôt fédéral et qu'en France, les 370 familles les plus riches sont effectivement taxées à 2-3%. François, on est pris par le temps. Hein. Les chiffres sont exacts. Proposition déjà portée par Joseph Stiglitz, qui est tout sauf un gauchiste et qui prix Nobel d'économie il y a un mois à la une du New York Times. Allez, et on termine par cette info. La ville de Paris aura bientôt un quai Valéry Giscard d'Estaing. Oui, le quai en face de son musée d'Orsay va devenir le quai Valéry Giscard d'Estaing. Le Conseil de Paris vient de le décider à l'unanimité. Hommage de la capitale à l'ancien président disparu en 2020. C'est sous son septennat, dans les années 70, que Paris avait obtenu le droit d'élire démocratiquement son maire et de ne plus être administré directement par l'État. Quai Valéry Giscard d'Estaing, oui, mais l'écologiste et féministe Alice Coffin a pris la parole, donnant lieu à un échange très tendu avec la maire de Paris, Anne Hidalgo. Alice Coffin évoquait les accusations d'une ancienne première ministre danoise et d'une journaliste à propos de VGE. Ces deux femmes ont dénoncé des agressions et harcèlements sexuels de l'ancien président de la République. Qu'est-ce qui vous pose problème? Qu'est-ce qui vous pose problème? Surtout continuez. Merci. Continuez. Nous voulons dire, malgré les hommages, malgré les louanges, nous vous avons entendu, nous vous croyons. Moi, je ne pratique pas le féminisme à géométrie variable. Et j'aimerais vous entendre de la même façon, avec la même vigueur, lorsqu'un responsable politique de gauche explique que mettre une petite gifle à sa femme, c'est une affaire d'ordre privé. Vous m'avez pas entendu, j'ai pas arrêté de le dénoncer. Avec la même vigueur. J'ai pas arrêté de le dénoncer. Vous pouvez pas me dire ça à moi. Et je donne pas arrêté de dénoncer. la parole. Quand vous voulez parler. Ce conseil municipal se tenait en présence du fils de l'ancien président de la République, Louis Giscard d'Estaing. Notez, pour l'anecdote plus légère au passage, que même de son vivant, Valéry Giscard d'Estaing avait un boulevard à son nom à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Boulevard chanté par Alpha Blondy, qui déplorait son caractère d'ailleurs très accidentogène. Boulevard Giscard d'Estaing, boulevard de la mort. Merci beaucoup Félix Mathieu. Il s'en passe des choses dans les conseillers, dans les conseils municipaux. Vous restez avec nous dans quelques instants. On va revenir sur ce baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match. Et avec cette question, à quoi tient la popularité des femmes et des hommes politiques? On vous propose 4 choix. On en parlera dans quelques instants. On n'a plus le temps là. Ok. J'ai rien dit. Vous allez sur Twitter, vous regardez Sud Radio. Voilà, c'est tout. Vous regardez la télé. Allez, à tout de suite. Bienvenue dans les vrais. Mettez-vous. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile Demus. Ils sont là, les vraies voix. Vous les attendez, ces vraies voix tous les jours à partir de 17h. Je sais, vous êtes dans les starting blocks, vous attendez, vous les acclamez, vous hurlez leur nom. Philippe Bilger, François de Gaulle, on a le droit de dire des trucs bien. On était en train de dire qu'on adorait l'équipe du soir. On adorait Ménard, que j'ai découvert pendant la Coupe du Monde. On a le droit de faire un peu de promo pour cette super émission de. Je lui transmettrai. Je commande pour eux le week-end. On a le droit de faire de la promo pour les gens bien. Eh ben, écoutez, on adore. Ils sont formidables. Entre Didier Roustan, Olivier Ménard, cette émission, moi qui connais pas grand-chose au foot, je me régale. Quand je peux la regarder, je me régale. Vous connaissez les règles du hors-jeu? Oui, c'est la base. Non, mais je ne suis pas une spécialiste comme Philippe David. Françoise de Gaulle, mais bien entendu, on sait. C'est hyper intéressant. Allez, en tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Merci de votre fidélité. Bonne soirée. À demain. Non, je plaisante. Allez, tout de suite. C'était bien. Ça, c'est pas mal. Ça, tu vois, ça c'est bien. C'est drôle. L'émission aurait du rythme, 33 minutes. C'est mieux que Pierre tout à l'heure. Pierre, machin. Excusez-moi, mais je trouve qu'on est trop sage en fait. Il va falloir qu'on bordélise un peu. Mais c'est parce que vous élevez le niveau, donc nous sommes un petit peu dans l'exigence. Est-ce qu'on peut, il y a un sujet où on peut s'engueuler, il n'y a pas un truc. Ça va venir. Ça va venir. Il suffit de le demander. Le débat du jour. Voilà. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je sais pas si vous êtes au courant, mais je vous signale que notre code de popularité laisse à désirer ici. Vous qui êtes bien populaire, je vous raconte pas ce qui tombe. Lui qui a tous les juges et tous les politiciens dans sa poche, il refuse de nous en faire profiter. Si tu t'occupes pas de politique, la politique s'occupera de toi. Ce n'est pas un secret
que le gouvernement connaît une baisse de popularité. Je demande un vote. Mais ce n'est pas un concours de popularité. Et de vous vexer sans arrêt comme une grosse dinde. On vous dit que c'est politique. C'est un politicien idéaliste. Excellent. Bravo. Et on félicite bien entendu notre réalisateur Benoît. Et on va revenir sur ce baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match. À quoi tient la popularité des femmes et des hommes politiques? À sa personnalité, à son action, à ses idées ou à sa rareté? Pour l'instant, vous prenez plutôt pour l'action et la personnalité. Donc ce baromètre dont on parle depuis tout à l'heure, 57% des Français ont une bonne opinion de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, en hausse de 3 points. Idem pour François Hollande et Bruno Le Maire dans le top 3, Frédéric. Voilà, c'était le tiercé. Vous avez les 3 médaillés. Alors pourquoi les Français apprécient-ils plus un politicien qu'un autre? La tendance peut s'inverser d'ailleurs au fil du temps. Le président mal aimé, contraint de ne pas se représenter, François Hollande, devient dauphin d'Édouard Philippe, prime aux ex-présidents, puisque Nicolas Sarkozy est 5e. Tiens, elle voulait qu'on l'énerve, Françoise de Gois. Eh bien, je trouve que les membres du gouvernement limitent la casse. Le maire 3e, Véran 9e, Borne 11e, Macron 13e. Bon, c'est vrai, c'est une dégringolade. Rassurez-vous, Françoise de Gois, calmez-vous. Pour le président en activité, ça ne va pas. Il y a des femmes aussi. Rachida Dati 4e, devance Marine Le Pen 6e. Non, mais pourquoi vous n'êtes pas énervé du tout? Vous n'avez aucune... à la preuve. Et vous n'avez aucune capacité à m'énerver aujourd'hui, je vous comprends pas. Je vous comprends pas. Le meilleur pour en parler forcément, c'est Frédéric Dabi. Donc ce baromètre existe depuis de très nombreuses années, depuis 20 ans exactement, c'est mensuel. Donc voilà, aujourd'hui, finalement, on a l'impression que c'est toujours Édouard Philippe qui est encore en tête, depuis des semaines et des semaines. Je trouve votre question intéressante. Qu'est-ce qui fait qu'on est populaire? C'est vrai que ce baromètre, on l'avait déjà dit, mais je le rappelle, raconte également la défiance des Français vis-à-vis du personnel politique. Il y a 10 ans, c'est pas il y a si longtemps que ça, il y avait 18 personnalités qui avaient plus de 50% de bonnes opinions. En 2017, donc il y a 5 ans et demi, en septembre, il n'y en avait plus que 7 ou 8. Et là, il n'y en a plus que une, et maintenant 2, puisque François Hollande, grâce à une percée de 5 points, arrive à 50%. Édouard Philippe n'est plus aux affaires. Pour lui, et d'une manière générale, pour toutes les personnalités, la popularité, c'est une sorte d'alchimie entre, effectivement, l'action. Alors, l'action de la parole quand on est dans l'opposition, l'action concrète quand on est au pouvoir, la personnalité, le parcours, et c'est vrai, une forme de rareté. Pendant très longtemps, on a eu des leaders de ce baromètre qui avaient une popularité de papier, c'est-à-dire c'était pas lié à une action quelconque. On a eu pendant très longtemps Bernard Kouchner et Jack Lang par le passé. Jack Lang est quand même une action, parce que Jack Lang, en termes d'action, que ce soit dans les ministères, une action passée, ou un institut, une action passée. C'est quelqu'un, et j'ai beaucoup travaillé sur son image, qui a réussi, je dirais, on sait pas notre sujet, mais je fais une petite incise, à parfaitement répondre à ce qu'attendaient les Français du politique. Changer la vie. Changer la vie des jeunes avec la fête de la musique. Changer la vie des grandes lecteurs ou lectrices comme vous avec le prix du livre bloqué. Vous avez quelqu'un qui a changé la vie. Frédéric Dabi, il y avait un petit pari quand même sur Édouard Philippe. Il y a eu la révélation de sa maladie. Il l'a géré, je trouve, habilement en termes de communication. C'est vrai que compte tenu de sa modification d'apparence physique, il a choisi de ne pas être dans une absence et de montrer son visage. Il aurait pu aussi payer avec sa proposition récente, les 67 ans, pour la retraite. Et pour l'instant, sa popularité, je dirais, on n'est pas dans un contexte électoral, surnage, n'est pas rentré dans l'atmosphère. Il y a des popularités qui sont pour l'instant déconnectées de toute échéance électorale. Je cite souvent un exemple qui m'avait beaucoup marqué, mars 2007. Nicolas Sarkozy, on savait qu'il allait gagner l'élection présidentielle. Il avait quasiment 50% de mauvaises opinions. Mais les bonnes opinions, la part des Français qui avaient une excellente opinion de lui, dépassait 25%. Il y a parfois il y a différents types de popularité en fonction du contexte. Et je pense que la question que nous posons est une question gentille. Bonne, mauvaise opinion, c'est pas comme l'approbation de l'action du baromètre qu'on a posé la semaine dernière, c'est pas une cote d'avenir, c'est pas une cote de confiance, donc c'est une question gentille. Elle est cruelle parce qu'on laisse la possibilité de dire je ne le connais pas ou je ne la connais pas suffisamment, ce qui fait qu'à la fin du tableau, on a quasiment tout le gouvernement, François Braun, Clément Beaune, Stanislas Guérini, Christophe Béchu. Combien position vous les avez classés? Entre la 40e et la 50e place. C'est pas qu'ils ne sont pas Tour de France, appréciés, ils ne sont pas connus. Mais en tout cas, pour Édouard Philippe, c'est le souvenir de son parcours, son action passée à Matignon. François Hollande, c'est une sorte d'estime pour l'homme d'État qui est rentré dans l'histoire parce qu'il a occupé la magistrature suprême. Et pour Bruno Le Maire, c'est une action concrète où les Français sont
moins mécontents de lui que d'autres membres du gouvernement. C'est aussi le cas pour Gabriel Attal. C'est intéressant ce que vous dites, moins mécontents. Je dirais, dans les 4 critères que vous avez choisis, il est évident que je mettrai, comme les auditeurs, objectivement en avant la personnalité et l'action. Oui. À supposer d'ailleurs que les 4 critères puissent s'appliquer au parcours de tous les politiques au même niveau. La rareté, évidemment, elle permet à certains d'être promus lorsque précisément ils n'ont plus rien à faire et donc plus rien à commettre. Mais j'irais jusqu'à dire, mais là c'est une interrogation que je pose, je me demande si au-delà de ces 4 critères, le regard d'aujourd'hui sur les politiques n'est pas un peu le regard qui relèverait presque du regard amoureux de son imprévisibilité. Je veux dire, on ne sait pas au fond pourquoi, tout à coup, on attache une aura particulière à une femme ou à un homme politique, bien au-delà des critères que vous avez tenté d'analyser. Je suis d'accord avec Philippe Bilger. Personne n'a vraiment compris. Bien sûr que Frédéric pouvait l'expliquer. À l'époque, nous en parlions beaucoup. C'est rationnel, mais pourquoi Ségolène Royal s'envole comme ça à un moment donné? Pourquoi Emmanuel Macron, à un moment donné, s'envole? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui correspond parfaitement au moment, au pays, au contexte. Moi, je crois aussi que ces personnalités, elles sont aussi en miroir par rapport à Emmanuel Macron. On sent bien qu'il y a un président complexe, arrogant, très actif, hyperactif, assez imbu de lui-même. En tout cas, il est quand même assez perçu comme ça dans les traits négatifs, parce qu'il est perçu aussi dans des traits positifs par les Français. Il est 13e, rappelons-le, 13e. Bien sûr. Et je pense qu'il sera adoré quand Emmanuel Macron va quitter. On peut déjà prendre le pari qu'à la fin de 2027, on aura Emmanuel Macron en tête, si vous voulez, de tous les sondages, parce que celui qui lui aura succédé sera encore pire. Mais on voit bien qu'en miroir, on voit bien la construction de ces personnalités sont des personnalités qui ont ceci en commun, qu'elles sont calmes, qu'elles ont l'air simples alors qu'elles sont bien plus complexes qu'elles en ont l'air. Je pense notamment à quelqu'un que je connais très bien qui s'appelle François Hollande. On a l'impression que c'est le président normal. C'est cette normalité qui lui a fait gagner face à Nicolas Sarkozy et qui l'a fait également perdre pendant 5 ans. Cette normalité a été un boulet, mais ça a été son propulseur pendant la campagne. Et je vois bien les personnalités qui se dessinent. On voit un Bruno Le Maire qui est très paternel, très protecteur pendant la crise du Covid. On voit un Édouard Philippe qui a l'air extrêmement calme, serein, pas comme Emmanuel Macron qui court dans tous les sens et qui la ramène en permanence. Voilà, et ça n'engage que moi ce que je dis. Et un François Hollande tout rond comme ça, petit père de famille. Ça s'appelle la stature d'homme d'État. Non, je pense que je voudrais qu'il me réponde sur le parallèle, l'effet miroir par rapport à Macron. Alors, pour Édouard Philippe, c'est clair. Oui, alors, Édouard Philippe, pendant la période Covid, il quitte Matignon dans un véritable état de grâce. C'est la distinction par rapport à Emmanuel Macron, comme Manuel Valls a capitalisé par rapport à François Hollande, comme François Fillon par rapport à Nicolas Sarkozy. C'est vrai que les raisons de la progression de la forte popularité tiennent effectivement de l'alchimie. Au contraire, quand il y a des ruptures d'opinion, on comprend très bien. Il ne faut pas oublier que jusqu'en septembre-octobre 2021, le numéro 1 contesté du classement, c'était un certain Nicolas Hulot. Après les accusations de violence et d'agression sexuelle, il perd 35 points. Je ne parle pas de DSK après l'affaire du Sofitel. Même Jean-Luc Mélenchon, mais lui, il a pu rebondir après La République. C'est moi. Il y a toujours des raisons très objectives à une baisse. Pour des progressions, ça tient de l'alchimie, ça tient à une certaine, alors peut-être pas quelque chose d'amoureux, mais d'une certaine familiarité, de proximité et donc de réassurance avec un homme ou une femme. Jean-Luc Mélenchon, 16e. Pardon Jean-Luc Mélenchon, 16e. Avant de prendre Pierre en ligne au 0826 300 300, Frédéric Dabi, est-ce que le fait de parler de sa maladie, même si on sait que c'est une façon de dire tout va bien, si jamais vous votez sur moi, je ne vais pas mourir, c'est pas une maladie mortelle, est-ce que ça a créé un rebond quand même? En tout cas, transparence. Alors, on n'a pas eu de questions ouvertes pour expliquer la progression d'Édouard Philippe. Ça a peut-être joué, et c'est en rupture avec le culte du secret qui a entouré des hommes d'État. Oui, mais il ne peut pas le cacher, lui. La vérité, c'est que lui, il ne peut pas le cacher. Non, mais on est tout à fait d'accord. Je pense qu'on est dans une société peut-être du spectacle où un homme et une femme politique, notamment candidat potentiel à la magistrature suprême, ne peut pas cacher des pans de sa vie. Et puis le fait qu'on ne l'a pas lâché avec cette maladie est joué. Allez, 0826 300 300, Pierre qui est avec nous. Pierre, vous vouliez réagir? Absolument.
Écoutez, moi je trouve que si j'avais une réponse cynique à avoir, je dirais que l'action d'Édouard Philippe, c'est quand même les 80 km/h, c'est quand même les gilets jaunes, et c'est aussi l'enfermement au niveau du Covid. Donc moi je ne pense pas que ces résultats soient le fait d'hommes politiques tels qu'on les présente. Je crois surtout que les questions qui leur sont posées ou sont posées donc à ceux qui sont chargés de répondre au sondage ne sont pas forcément tournées de la bonne façon. Parce que franchement, un Hollande qui a quand même lui aussi de son côté, qu'on appelait le flanc, je me rappelle à une époque, tellement qu'il était mou. Il n'a pas pu se représenter du fait de sa cote de popularité trop basse, hein, rappelons-le. Ouais. Oui, mais bon, du coup, je vois pas en quoi c'est un homme d'action, vous voyez. Donc, pour moi, ces positions-là me paraissent totalement insensées. Et surtout, je me dis, comment se fait-il que dans ces sondages-là, on trouve toujours les mêmes personnes à la tête, comme si derrière, quelque part, en fait, ce sont les gens les plus médiatisés que l'on met en avant et que l'on voit en avant. Moi, je me souviens souvent, lorsque vous voyez, par exemple, un fait divers, les gens vous présentent, vous montez une photo d'une personne qui est passée dans un fait divers et vous lui dites qui est cette personne, elle vous dira c'est peut-être un homme politique ou un homme. On n'arrive même plus à savoir la personnalité de celle que l'on voit. À partir du moment où on finit par la voir trop souvent, on ne sait même plus si elle a été condamnée ou si au contraire elle a été félicitée. Donc pour moi ça me paraît un peu... Pierre. Oui. Pierre, Frédéric Dabi va vous répondre. Non, Pierre, vous avez le droit de penser ce que vous dites. En tout cas, le classement depuis 20 ans a très fortement changé. On a eu Jacques Chirac en première position, Jean-Luc Mélenchon en avril 2017. On a eu toute une série de personnalités qui ont connu des bonds de notoriété jamais vus. Prenons Rachida Dati et Xavier Bertrand pendant la campagne présidentielle de 2007. Prenons Najat Vallaud-Belkacem pendant 2012. C'est un baromètre qui est extrêmement vivant. Et avec nos amis de Paris Match et Patrick Roger de Sud Radio, on fait le choix de faire rentrer des personnalités. Ce mois-ci, on a fait rentrer quelqu'un de très intéressant, la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castéra. Oudéa Castéra. Elle incarne. Par rapport à ses autres collègues ministres peu connus, elle arrive en 35e position. C'est quelqu'un qui n'a pas eu peur de prendre la parole, d'incarner, et qui va être, à mon avis, très visible, et peut-être, je me mouille peut-être, mais en progression, qui pourrait être une révélation dans la perspective des dossiers, notamment des Jeux Olympiques. Je pense que la question de l'incarnation est absolument fondamentale. C'est une sorte d'alchimie entre une proximité identificatoire. Cette personne me ressemble. C'était le cas de Jean-Louis Borloo, qui a commencé en 2003 à un niveau extrêmement bas et qui a fini dans les premières places de ce classement. Et une proximité, par rapport à ce que disait Françoise Degois sur Emmanuel Macron, admirative. Je l'aime ou je l'aime pas, mais Sarkozy était aussi dans une logique de proximité admirative. La ministre des Sports, effectivement, se révèle. Moi, je pense que c'est la révélation. Elle était complètement, elle était perdue au début, et là, elle marque le point. Elle marque le point à chaque fois. Je pense que c'est une des valeurs sûres. Non, mais c'est une des valeurs sûres. C'est ça. Elle a défié Noël Le Graët, par exemple, le président de la Fédération française de football. Je trouve très dur par rapport à François Hollande. Je me permets de dire que quand on est président de la République, qu'on communique sur le fait qu'on dort peu ou qu'on ne le fasse pas, ce qui est le cas de François Hollande. Quand on est président de la République française, de toute façon, on dort peu. Pour avoir, alors on peut avoir les rangs gourmands, mais on est un bourreau de travail aussi fort que Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron. Donc, il ne faut pas se laisser prendre comme ça non plus. Et dernier point, je pense que vous êtes extrêmement sévère, Pierre, parce que la réalité, c'est que la France, le sport national, c'est peut-être le football, mais c'est la politique. Les Français adorent créer un lien avec leur politique. Les Français adorent détester les politiques. Les Français adorent dire on veut plus d'eux, on les aime pas, mais à la présidentielle, les incapables. C'est des incapables, ou je les adore, ou je les abomine. Et vous étonnez pas si tout le monde s'abstient aux prochaines élections. J'entends ça depuis 25 ans. La réalité, c'est que quand les grands moments politiques arrivent dans ce pays, eh bien, on adore se disputer, on adore débattre. Et moi, je suis assez, par rapport à tout le monde, peut-être, je suis très sereine, moi, sur le lien entre les politiques et les Français. Très sereine. Pierre, vous vous êtes posé la question, vous, de votre trio idéal ou pas? Non? Oui, mais a priori, ils ne font pas partie des listes. Allez-y. Moi, je trouvais que Borloo, justement, faisait partie d'un élément clé. Ensuite, moi, je passe à Jean Lassalle, bien sûr. Bien sûr. Comme ça, qui ne font pas partie de vos baromètres. Enfin, c'est un peu dommage, parce que Jean Lassalle s'est présenté comme aux élections présidentielles. Il incarne, Pierre, Jean Lassalle, pardon, mais tout le monde en France connaît Jean Lassalle, sérieusement. Oui, mais il ne fait pas partie de ces sondages, tels que je l'ai compris. Alors, je vais vous répondre, cher Pierre, c'est une règle
règles qu'on a mis en place dès le début du baromètre. Parce que ce baromètre qui a été mis en place par Jean-Luc Parodi, Laurence Parisot et Alain Genestar, qui était à une époque le patron de Paris Match, c'était le baromètre de l'ambition politique. Et donc, on ne teste pas des personnes qui n'ont plus de mandat. Jean-Luc Borloo n'a plus de mandat. Ça, vous testez plus Ségolène ? C'est pour ça qu'on a enlevé Ségolène Royal, alors que c'est vrai que Jean-Luc Borloo... Mais François Hollande, il n'a pas de mandat, là. Mais il y a la stature d'ancien président. C'est vrai que... Non, mais vous avez raison, Frédéric. Il y a des contre-exemples. Je vous fais le pareil que nous testerions Jack Lang. Il serait peut-être pas premier, mais il serait largement au-dessus des 50%. Eh ben, merci beaucoup. Merci Pierre, vous restez avec nous puisque vous êtes notre vraie voix jusqu'à 19h. Et dans un instant, la suite avec le quiz de l'actu. Alors là, tout est permis. Et je Pierre peux vous va devoir assurer... faire le bon choix. Eh bien, attention Pierre. Et je peux vous assurer qu'il y a du Kikadi. Bon choix. Il y a en voiture, voilà du Kikadi. À tout de suite. À tout de suite, bienvenue. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Bienvenue dans les vraies voix, bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h, Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois est avec nous, Frédéric Dabi est avec nous, merci en tout cas d'être là. Tout de suite c'est le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et le quiz de l'actu avec Pierre 0826 300 300 qui est avec nous. Et Pierre, votre choix, contre qui vous voulez jouer? Frédéric Dabi contre Françoise Degois ou contre Philippe Bilger? Pierre, donc on est bien d'accord que celui contre qui vous jouez, vous estimez en fait qu'il est le plus faible. Oui. Vous n'allez pas avec le plus fort du coup. On est d'accord. Alors, je vais mettre Françoise. Vous allez mettre vous avez raison, c'est la plus faible. Je gagne tous les quiz. Alors, je vous le dis, tous les quiz. Françoise a gagné il y a longtemps. est très mauvaise joueuse, je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis. C'est bien sûr que si, on a les images. On a les images, on va vous sortir la barre. Bien entendu qu'on a les images. Vous essayez de me gruger quand Pierre, vous êtes prêts? On est parti. Vous êtes donc Pierre avec Frédéric Dabi et avec Philippe Bilger. Voilà. Très bien. On va y aller, Pierre. C'est une question Kikadi. Kikadi, nous voulons grand remplacer la droite. Zemmour. Non. Non. Marine Le Pen. Non. Non. Oui, c'est Philippe Bilger. Marion Maréchal, bravo Philippe Bilger. On attend un peu. Oui, d'accord, pour l'élimination. T'es vraiment. Il restait plus beaucoup d'adhérents. Donc ça fait une nouvelle fois, les 2 points, c'est ça, on donne 2 points, oui, parce qu'il n'y avait pas les propositions. Bien sûr. Je vais être écrasé. J'ai envie de dire, ça démarre bien. Alors, toi, de toute façon, dès que je perds, je n'ai pas perdu, mais dès que je perds, ça y est. Françoise, je suis avec vous. Françoise, voici la deuxième question, question Kikadi. Ouvrez les guillemets. Il y a un moyen très simple pour que les poubelles soient ramassées. Il suffit que le gouvernement annonce qu'il renonce à la réforme des retraites. Qui a dit ça? Non. Laurent Berger. Non. Le patron des poubelles. Vous ne cessez de vous tromper. Emmanuel Grégoire. Oui. Ce matin sur RTL. Voyez, en vous provoquant un petit peu. C'est terrible, on n'a même pas eu le temps de placer un mot. N'oubliez jamais, Philippe, que si Françoise Degois décide de parler, on n'aura rien à dire. Ne parlez pas tous en même temps, ça n'a aucun intérêt. Donc on rappelle que Emmanuel Grégoire est donc le premier adjoint de la ville de Paris. Non mais c'est indiscutable. C'est indiscutable. Non, mais c'est pas discuter. Non mais simplement, vous ne nous avez même pas laissé le temps. t'as qu'à crier. C'est le principe. Par rapport au débat précédent, la rareté de la parole, on l'a pas trop sur le plateau. Et la mauvaise foi, on l'a pas non plus. On l'a surtout. Question Kikadi. Kikadi de Robert Bénard. Il est la figure pure et parfaite du traître. C'est le Judas de Béziers. Très bonne réponse. Éric Zemmour, effectivement, dans son livre. Et ça vous permet de gagner encore 2 points, mon cher Pierre. Philippe Bilger, vous répondez 4. quand vous voulez, Pierre. 4-2. Philippe Bilger, 4. Françoise Degois, 2. Frédéric Dabi, 0. 0. C'est l'union sacrée, là. Question Kikadi. Kikadi Khmer vert en parlant de Yannick Jadot au Parlement européen à Strasbourg et qui est prié de s'excuser auprès des victimes du Cambodge vert. Qui a dit ça? Le premier qui a traité les Verts de Khmer vert, c'était Éric Woerth, il y a très longtemps. Il y a longtemps. Pas la réponse. En tout cas, c'est la réponse réelle. Pierre, vous aviez une réponse? Aucune idée. Attends, merci Pierre. Ça s'est passé où ça? Ça s'est passé au Parlement européen. À Strasbourg. Van der Leyen, non? Non. Essayez effectivement dans le député européen. Mais c'est le patron des députés Renaissance. Allez, 3 propositions. François-Xavier Bellamy, Jeanlin Lacapelle ou Manon Aubry. Jeanlin Lacapelle. On l'a dit en même temps. Vous l'avez dit en même temps. Concède un point chacun. Un point chacun. Allez, dernière. Question culot. Qu'a envisagé Grégory Zaoui, le cerveau de l'arnaque à la taxe carbone? Une annonce qui devrait faire réagir.
qu'est-ce qu'il vient d'annoncer? Il se présente aux élections. Voilà. Absolument. Il a J'ai répondu, j'ai dit une phrase. Candidature pour un siège à l'Assemblée nationale. Vous aviez raison, vous avez fait un bon choix. J'étais faible et petite aujourd'hui. J'étais dans Pierre, la vous avez gagné. Bravo Pierre. François, elle fait un semblant de perdre pour laisser gagner. Non, là aujourd'hui, vous étiez vraiment supérieur. On a fini en beauté grâce à vous. Françoise est un bon camarade. Vous restez avec nous. On revient dans quelques instants avec le coup de cœur de Frédéric Brindel sur l'aide aux seniors pour trouver du travail. Un sujet important et c'est bien d'en parler. Ça fera du clic sur les réseaux sociaux avec Félix Mathieu et puis on fera le tour de table de l'actu des vraies voix. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. Bienvenue, en tout cas on est ravis de vous avoir avec nous. Frédéric Dabi est avec nous aujourd'hui, directeur général du pôle opinion de l'IFOP avec Françoise Degois, notre éditorialiste Sud Radio et LCI, on lit bien. Et Philippe Bilger, bien entendu, qui est là, qui commande sur Internet. Je ne sais pas. Vous envoyez des messages, Philippe. Vous envoyez des messages. Est-ce que vous avez eu l'honneur de lire le dernier opus de Zemmour? Mais j'ai hâte de lire. Il m'a dit qu'on peut l'avoir déjà. Moi, j'ai aucune intention de le lire, mais je me disais que vous l'avez. Vous voulez pas l'acheter? Ah non, je ne veux surtout pas le lire. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Non, vraiment, Éric Zemmour ne m'intéresse pas. Très sérieuse, bien sûr. Excusez-moi, pourquoi vous parliez de Zemmour maintenant? Mais pourquoi vous parliez de Zemmour là? Parce que je pensais qu'il était en train de commander le bouquin de Zemmour. Ouais, sur Amazon. Non, mais on plaisante. Oh là là. Vous avez aucun sens de l'humour. Mais c'était aucun, rien. Vous êtes triste comme un jour sans pain, comme dirait ma grand-mère. Et vous savez quoi? Comme un pain grillé qui est trop grillé. C'est ça. Un jour sans pain. Exactement, je le sais. Truc qui se finit jamais. Quelle horreur. Alors, il ne faut pas gâcher la Continue de me nourriture. faire du mal, François. J'aime. Vas-y encore. Tu vois, t'as rigolé. Tu vois. Frédéric Brindel. Oui, c'est moi. Pendant que vous êtes là, je me fais attaquer, je réponds. Non, mais c'est pas ça. Vous allez faire quelque chose. Ah oui, là, je suis prêt. Et alors là, attention. Et pourquoi? C'est votre coup de cœur. Allez, on y va. Les vraies voix Sud Radio. Et vous allez revenir sur l'aide aux seniors pour trouver du travail. Pour certains, le travail ressemble à un chemin de croix. Pour d'autres, et nous en avons la chance d'en faire partie autour de cette table, prolonger sa carrière s'apparente à un besoin vital. Je veux travailler jusqu'à quand vous voulez, monsieur. Pour le projet des sénateurs de créer un CDI, fin de carrière exonéré de cotisations familiales, malgré l'avis contraire du gouvernement, pour qui il n'y a pas de besoin. D'ailleurs, c'est ce qui se dit même à Groland. Tout comme chez nos voisins français, Emmanuel Macron s'est fait prendre à partie dans la rue par un demandeur d'emploi. Mais moi j'en cherche du travail, je suis jardinier. J'envoie des CV, personne ne me répond. Qu'est-ce que je fais? Mais faut vous bouger le cul. Il n'y a qu'à traverser la rue. Regardez ça. Eh oui, je lance ce coup de cœur à la veille de la commission paritaire et du vote de la loi sur les retraites à l'Assemblée nationale jeudi, parce que les vieux ont souvent été montrés du doigt et il faut que ça cesse. Je le sais parce que mon papa travaille dans le gouvernement. Enfin, pas vraiment, mais il est déjà chauffeur d'autobus, hein. C'est à l'ancienneté. Alors, il faut attendre que le plus vieux, qui est tout en haut, il meurt, et on le remplace par le plus vieux. On déplace tout le monde d'un cran. Alors, il dit que c'est très long. Moi, quand je serai grand, je voudrais être vieux. Moi, quand je serai grand, je voudrais être vieux. Alors, vous en conviendrez, la réforme des retraites n'est envisageable si d'abord, les politiques tiennent leurs promesses. Mon programme, 3 points. Premièrement, le plein emploi. Deuxièmement, le plein emploi. Et troisièmement, le plein emploi. Tenable aussi si les chefs d'entreprise tiennent leurs engagements. Moi, à mon usine, je lui demande toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on lui mente au peuple. Et puis bon, je vous l'accorde, monsieur le DRH, ça tient aussi si les seniors jouent le jeu. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et oui, les sénateurs ont donc voté ce CDI spécifique aux plus de 60 ans. Ils peuvent aller jusqu'à 50 ans d'ailleurs. Je rédige mon CV chiche et je viens en costume. Dans son vieux par-dessus râpé, c'est chouette. il a pris pendant des années le même autobus de banlieue. Merci.
Frédéric Brandel, le spectacle. Un autre style. Non, mais c'est très touchant. Et puis De Funès, et puis Coluche, c'est quand même formidable. C'est bien. Non, tout bien. Merci. Comme quoi, depuis des années, on est toujours au même point. C'est-à-dire quand on écoute les artistes et les humoristes, c'est toujours le même sujet. Les seniors, c'est jamais pour le boulot. En tout cas, on espère que ça va changer les choses et que si vous êtes ministre et que vous nous avez entendu au 0826 300 300, vous pouvez bien entendu nous appeler. Merci beaucoup Frédéric. Et tout de suite, ça fait Bonjour, du clic. c'est Emmanuel Macron. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Allez, ça fait du clic sur les réseaux sociaux, pas facile à dire. Félix Mathieu de retour, les LR au cœur de toutes les attentions sur Twitter, à la veille de la commission mixte paritaire entre députés et sénateurs. Et à l'avant-veille du vote de jeudi, a priori, dans les deux assemblées, les Républicains dont le choix va être crucial pour faire passer ou non la réforme des retraites. En tout cas, les sénateurs LR l'ont adopté. Alors, de part et d'autre, la pression monte. Message aux sympathisants de ces girouettes vendues à la Macronie, écrit Noël Hervé, par exemple. Retailleau et son groupe au Sénat ont choisi le déshonneur en faisant la courte échelle à Macron. Ils sont au service de l'oligarchie. Beaucoup de commentaires dans cette veine-là, même si tous les députés LR ne voteront pas forcément le texte. À en croire Pierre Cordier, député apparenté LR des Ardennes. Il était ce matin l'invité de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. Et selon lui, une vingtaine de députés LR devraient voter contre. Je pense que vous pouvez monter effectivement ce nombre. Plus d'une vingtaine de députés LR qui ne voteront pas. Au moins 20. Au moins 20. Oui, peut-être davantage. Au moins 20 selon Pierre Cordier. Pierre Cordier, peu sensible d'ailleurs aux appels à la cohérence formulés hier par le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Ça serait lunaire d'avoir un parti qui vote le texte au Sénat et qui ne le vote pas à l'Assemblée, avait lancé le ministre de l'économie hier. Réponse de Pierre Cordier. Je suis toujours assez dubitatif de prendre des leçons de Bruno Le Maire qui a trahi sa famille politique il y a quelques années, qui était avant à l'UMP, après chez les Républicains et qui a décidé d'aller manger dans la gamelle pour devenir ministre des Finances. Donc moi j'ai aucune leçon à recevoir des gens qui ont trahi leur famille politique. Bien sûr, le général de Gaulle a voulu créer 2 chambres. Mais il faut quand même pas oublier que les sénateurs sont élus par des grands électeurs, les maires, les conseillers municipaux, les conseillers généraux, régionaux, enfin départementaux, et que les députés, sont élus directement par le peuple. Moi, je prends ma légitimité directement par le peuple. Il en a donné l'impression. Des légitimités des sénateurs contre légitimité des députés. Ça promet. Demain, en tout cas, il y en a 7 de chaque assemblée qui vont devoir s'entendre pour la commission mixte paritaire. Bien sûr, une réaction, Françoise. Objection. Oui, parce que non, pas objection. Il est pas très, il est un peu ambigu, Pierre Cordier, parce que il y en a 20 qui ne voteront pas. Ça fait une grande différence de s'abstenir ou de voter contre. Vous voyez que là, on est, c'est pas pareil. On est sur 4 ou 5 voix ou 6 voix en tout cas qui sont en balance. Véritablement, c'est un suspense comme j'en ai jamais vu. On compare ça à la loi Macron avec Valls, mais il était beaucoup plus confortable, Emmanuel Macron, à l'époque, avec le décompte de l'Assemblée, que ce qui va se passer jeudi. Je ne sais pas si le président de la République prendra le risque, ou Elisabeth Borne, de se faire retoquer cette réforme. Mais c'est intéressant de voir les LR, parce qu'il y a une part de bluff, évidemment, mais quand même, il y a un vrai malaise. Sur la commission paritaire, ça ne va rien changer de toute façon, Frédéric. Moi, je vais parler du côté du point de vue de l'opinion publique. C'est triste à dire, mais la scène parlementaire est une scène très peu visible. Les Français ne connaissent pas beaucoup le fonctionnement, le fonctionnement législatif et cette commission mixte paritaire. Un petit point, je reviens sur le baromètre. On a fait l'enquête au lendemain des bras d'honneur du garde des Sceaux. Il ne perd que 3 points. Alors que on avait l'impression que ça allait beaucoup impacter sa popularité. Ça montre à quel point il y a cette scène parlementaire, il y a quand même de la distance, même si les Français s'y intéressent. Un petit mot, Philippe Bilger. Non, mais je suis d'accord. Le garde des Sceaux perd 3 points, mais j'ai lu un excellent article dans Le Monde au sujet de ces bras d'honneur qui montre que une analyse juridique aurait pu le conduire devant la Cour de justice pour des actes qui peuvent apparaître dérisoires, mais qui tout de même de la part d'un garde des Sceaux posent des problèmes. Ouais, mais voilà, il y a aucun problème. Comme toujours avec Emmanuel Macron, c'est comme si de rien n'était. Eh ben, vous restez avec nous dans un instant. Ce que vous venez d'entendre, c'est des vraies voix. Et leur tour de table de l'actu, c'est dans quelques instants. Ça parle avec vrai. des sujets intéressants. Vous allez voir. Restez avec nous. Et puis, bien sûr, vous les commentez. 0826 300 300 vous attend au standard. À tout de suite. C'est Sud Radio.
Oui, avec notre Frédéric Brindel, ensemble jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois est avec nous, Frédéric Dabi est avec nous. Et quelque chose tous autour de la table en plus. Oui, absolument. Ça, c'est de la transition. Non, mais c'est bien c'est une info importante. Sans cette info, on aurait arrêté l'émission. Oui, parce que la suite, il va y avoir une vraie cohérence, tu vas voir. Ah bon, d'accord, oui. Le teasing pourri. Et alors, allez, maintenant, tout de suite, le tour de table de l'actu. Ah, bah d'accord, ok. Regardez les actualités régionales. Retour final. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je pilote. Le tour de table de l'actualité. Et on va démarrer avec Philippe Bilger. Il y a une affaire qui tourne beaucoup en ce moment, c'est l'affaire Aram et Hanouna. Voilà, ça fait débat. Et vous me demandez finalement quelles invectives sont les plus pertinentes entre les deux. Oui, parce que hier j'ai eu des conseils très amicaux me disant il faut pas voler trop dans les vraies voies. Alors il n'y a pas de risque avec moi, mais là encore moins. Objectivement, compte tenu de cette affaire entre Hanouna et Sophia Aram, déjà bizarrement, j'ai toujours eu un faible pour cette nature qu'était Cyril Hanouna. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que probablement je me projette dans une sorte d'incarnation qui me fait peur et me fascine à la fois. Attraction-répulsion. Oui, je l'aime bien, en tout cas, entre Sophia Aram et lui, lorsqu'elle l'attaque de la manière dont elle l'a fait... Pardon, je rappelle aux auditeurs qui ne connaîtraient pas Sophia Aram de dire que c'est une humoriste qui officie sur une autre radio, voilà. Et il y a un contentieux entre Cyril Hanouna et Sophia Aram. Voilà, elle l'a défoncé. Oui, Cyril Hanouna, j'admets bien volontiers qu'il nous oblige à réfléchir sur cette phrase un peu toute faite qu'il faut donner la parole à tous. En réalité, on a vu le scandale récent lorsqu'il a fait intervenir un nommé Forêt, un délire complotiste et antisémite sur le sang des enfants, Macron et tout cela. Ça veut dire qu'il ne faut pas donner la parole à tout le monde à partir du moment où on a la certitude d'une débilité ou d'un propos naturellement odieux, irréversible. Mais deuxième élément, Sophia Aram a traîné Cyril Hanouna dans la boue en traitant ses soutiens d'imbéciles congénitaux, quelque chose comme ça. Et je trouve que Cyril Hanouna a répliqué d'une manière très grossière, finalement, puisqu'il a mis en cause la mère de Sophia Aram, qui avait été condamnée parce qu'elle avait, paraît-il, escroqué des immigrés en situation régulière. Tout ça est nauséabond, malsain, indécent, odieux, mais je peux pas m'empêcher, dans ce débat entre Hanouna et Sophia Aram, je sais pas pourquoi, je le dis tout net, je préfère tout de même Hanouna. Bon, bah écoutez... Aucun des deux, moi. Sophia Aram est insupportable. Elle est d'une méchanceté avec... moi, je parle avec la gauche, parce qu'elle a dans le pif, bien sûr, Mélenchon, la NUPES. C'est le porte-parole idéal de toute cette gauche qui, supposément... Enfin, elle est complètement... En plus, elle est même pas drôle. Et en plus de ça, et Hanouna, alors là, n'en parlons pas. Moi, l'autre jour, le délire avec l'antisémite, les juifs buveurs de sang. Non, sérieusement... moi, je les renvoie chacun à leurs études, mais la réalité, c'est qu'ils adorent faire ça. Frédéric, ça leur fait une super... Moi, je dirais... Frédéric, ils ont une certaine audience, alors c'est ça qu'il faut aussi poser question. Oui. Ils ont une tribune qui a Ils ont une tribune. Moi, sur une émission récente de Pascal Praud rendant hommage à Marcel Amont, il a interrogé, je vais faire du vintage, Daniel Gilbert, qui a dit très tranquillement, oui, moi, tous les jours, je faisais 16 millions de personnes. Ça fait beaucoup moins d'audience. Moi, je citerai 3 groupes de mots. Le Grand Échiquier, droit de réponse, même si le mardi, il y avait du débat et c'était de haute tenue et il n'y avait pas ces insultes. Même s'il y avait parfois des moments extrêmement tendus, il y avait du fond et pas une volonté de faire le buzz à tout prix. Il y a une obsession des réseaux sociaux. Chez Michel Polak, un petit peu, mais c'était différent. C'était différent. Quand il y avait des revues de presse avec Claude Cabane de l'Humanité, Dominique Janet, Philippe Tesson, Jean-Marcel Bougreau, Jean-François Kahn, il y avait des gens de très haut niveau et une vraie diversité. Ils avaient l'obligation de s'engueuler. On va pas être méchant avec les chroniqueurs d'Hanouna, mais bon. Vous prêchez un convaincu, bien sûr. Alors c'est à vous, Françoise Degois. Vous trouvez malheureux d'en arriver aujourd'hui à devoir placer des
d'antivol sur la viande en France. Oui, j'ai été sidéré par tous ces reportages que j'ai vus hier et qui m'ont un peu glacé. J'ignorais que c'était le cas. Dans un certain nombre de supermarchés en France, désormais, les viandes sous vide sont placées sous système d'antivol, hein, exactement comme pour les chemises dans les grands magasins. Ou les iPhones. Pas simplement la viande, le fromage. Et ce reportage était passionnant parce qu'il s'intéressait à ce qui se passe en Europe. En réalité, en Grande-Bretagne, c'est le cas, notamment sur le cheddar, mais ça fait partie évidemment des habitudes culinaires. Avec un sondage, et là je me tourne vers vous, Frédéric, qui va vous passionner. Dans un récent sondage paru au Royaume-Uni, et ce chiffre va vous toucher, l'an dernier, 22% des adultes avouaient qu'ils avaient volé pour manger. Bien, cette année, le dernier sondage qui date de quelques jours, 34% des Anglais adultes avouent qu'ils ont volé pour manger. Nous sommes quand même la vieille Europe. Nous sommes quand même le cœur de l'OCDE avec les États-Unis. Nous parlons du Royaume-Uni. Nous parlons de la France. Nous parlons de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie. Nous parlons de cette vieille Europe surpuissante, de ce premier marché mondial. Nous parlons de deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième puissance du monde. Si on prend les pays européens, on est d'accord, entre l'Allemagne, la France, l'Italie, etc. Je ne comprends pas. Je n'en veux pas au supermarché de faire ça, parce que j'imagine que c'est très compliqué de se faire voler de la nourriture, surtout la viande. Je ne comprends pas comment nous sommes en train d'en arriver là. Et la percussion est d'autant plus cruelle que vous avez ces images d'antivol de gens qui ne peuvent pas bouffer, et que vous avez les revenus et les bénéfices et les dividendes extraordinaires des multimilliardaires. Je ne dis pas que les deux choses, il n'y a pas de vase communicant. Mais imaginez quelqu'un qui regarde ça, il me dit c'est pas possible. Sur les pays que vous citiez, là, Angleterre, Espagne, ce sont les grands championnats de football, vous savez, où on s'arrache à prix de milliards les grands footballeurs aussi. Oui, vous avez raison. Ce que dit Françoise est extrêmement puissant et j'ai envie de dire émouvant. Moi, c'est beaucoup moins spectaculaire, mais dans une enquête IFOP-JDD très simple sur l'inflation, où on repose les mêmes questions depuis des années, on a demandé aux Français spontanément quel était le chiffre de l'inflation en France. Le chiffre moyen, c'était 18%. Et 18%, c'est pas l'inflation globale qui est de 6-7%, mais c'est l'inflation sur les produits alimentaires. Vous avez vu cette statistique, et c'est une statistique, ce n'est pas un sondage. La semaine dernière, une escalope de poulet plus 106%, des pâtes plus 36%. Non, mais les prix se sont envolés. Je reboot avec notre enquête de Sud Radio d'il y a quelques semaines où 2/3 des Français reconnaissent ou avouent ne pas réussir à mettre de côté à la fin du mois, une fois leurs dépenses contraintes faites. Voilà, la paupérisation, l'idée du déclin. On a parlé du livre d'Éric Zemmour. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ce moment Zemmour si incroyable? C'est pas seulement l'immigration et le grand remplacement, c'est cette image qu'il a réussi à capter provisoirement de la France qui tombe et du déclin. Puisque vous avez la parole, Frédéric Dabi, vous voulez revenir sur cette soirée du 14 mars 2020 à la veille des municipales et la rumeur d'une annulation de scrutin. Voilà, c'était une soirée extrêmement spéciale, d'une campagne municipale extrêmement spéciale qui a annoncé cette campagne présidentielle aussi assez étrange. Le 14 mars à 19h ou 20h, Édouard Philippe prend la parole, on en parlait précédemment, pour annoncer la fermeture des écoles, des collèges et lycées, des universités. Il y a une rumeur folle qui court dans Paris sur l'annulation du scrutin municipal. On sait maintenant que Marine Le Pen avait fait un SMS à Édouard Philippe pour dire « Si vous annoncez le report ou l'annulation de l'élection, je vous soutiendrai ». C'était il y a à peine 3 ans, dans un contexte où les Français, jusqu'au 14 mars, ne croyaient pas qu'un confinement pouvait arriver. On se souvient des commentaires goguenards sur ce qui se passait en Italie, à Bergame. Ils ont un mauvais système hospitalier, ces pauvres Italiens, no comment. Et ça annonçait un scrutin municipal absolument incroyable. Françoise a dû faire une soirée électorale où on ne s'intéressait plus aux résultats ville par ville comme nous, mais à ce qui allait se passer le 15 et le 16 mars. Et puis, une abstention record aux élections municipales. Ce qui n'empêche, et je le dis très clairement, que les procès en illégitimité des maires et des maires qui ont été réélus nettement en mars et en juin 2020, parce que l'abstention a été très forte et nulle et non avenue, il fallait aller voter. Mais quand on interrogeait dans l'enquête jour du vote, IFOP fiducial pour CNews et Sud Radio sur les raisons du non-vote, le Covid, la crainte de la maladie arrivait de manière massive. C'est complètement barjot, hein. Il n'y a que 3 mois, c'est complètement fou. C'est vrai qu'on a changé, mais je me souviens comment nos visages ont changé, vous vous en souvenez? Ah bah oui, quand ils ont été masqués. On a vu l'AFP urgent, toute la région Lombardie confinée, et là on s'est dit, il y a un problème. Ça va pas tarder chez nous. Voilà. Ça va coincer. Merci 3 beaucoup. ans déjà. Merci beaucoup les amis. Dans quelques instants, le coup de projecteur avec les vraies voix. On va revenir forcément sur les éboueurs
avec faut-il réquisitionner les éboueurs? C'est ce que demandent certains maires aujourd'hui avec ce qui se passe dans la rue, avec ces éboueurs qui réclament de la part du gouvernement une prise de conscience face à la pénibilité de leur travail, un mécontentement qui tourne à l'urgence sanitaire. Frédéric, on en parlera dans quelques instants. Des élus vont réagir sur Sud Radio. À tout de suite. Les Vrais Voix, on est ensemble encore jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Françoise Decoy et Frédéric Dabi, directeur général du pôle opinion de l'IFOP. Et tout de suite, le coup de projecteur des Vrais Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. Avec cette question, faut-il réquisitionner les éboueurs? Pour l'instant, vous dites non en majorité, puisque Paris, Nantes, Le Havre, Saint-Brieuc et en tout cas 8 villes en France, depuis une semaine, les éboueurs font grève et réclament de la part du gouvernement donc une prise de conscience face à la pénibilité de leur travail, un mécontentement qui tourne forcément à l'urgence sanitaire, Frédéric. Et pour ne rien arranger, 3 usines d'incinération des déchets ménagers en Ile-de-France enregistrent des arrêts de travail. De nombreux élus réclament un service minimum de ramassage des poubelles. Certains sollicitent des prestataires privés. Gabriel Attal, ministre chargé des comptes publics, tranche. Je pense qu'il faut prendre des mesures. Ça peut être réquisitionné dès lors que ça permet d'avoir une situation plus vivable. Auditeurs de Sud Radio, qu'en pensez-vous? 0826 300 300 et nos invités pour en parler, Sébastien Leroy, maire de Mandelieu la Napoule, vice-président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de l'Érins. Bonsoir, merci d'être avec nous. Il va nous rejoindre dans un instant. Oui. Et Jean-Yves Pinet, maire adjoint en charge de l'espace public, propreté et voirie à la mairie du 15e arrondissement de Paris. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir Jean-Yves Pinet. Oui, vous êtes donc aux côtés de Philippe Goujon, le maire du 15e arrondissement, qui menace, c'est donc officiel depuis cet après-midi, il réclame un service minimum. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous allez avoir gain de cause? Alors, je ne sais pas si on va avoir gain de cause puisque ça ne dépend malheureusement pas des élus locaux, mais c'est vrai que la situation empire, bien que celle du 15e, contrairement à d'autres arrondissements qui sont collectés par la ville, on est collecté par une entreprise privée qui a été bloquée d'ailleurs, puisque le dépôt est dans le Val-de-Marne, par des éléments extérieurs, puisqu'en fait les salariés souhaitent pouvoir travailler, mais ils sont empêchés de sortir du dépôt. Donc on est face à une situation où, alors j'ai entendu qu'apparemment beaucoup d'auditeurs ont l'air de soutenir le mouvement, on peut le soutenir. Oui. Moi, j'ai beaucoup d'administrés qui nous demandent d'agir parce qu'on a des situations assez dramatiques devant des écoles, devant des crèches. Ça soigne de partout, les rats ressortent. Donc, il y a un moment donné où effectivement les situations ne sont plus tenables. Donc oui, il faut réquisitionner ou tout au moins demander un service minimum. Et il faut le demander aussi au niveau des incinérateurs, parce qu'on ne peut pas concevoir d'avoir dans la plus grosse métropole de France 3 incinérateurs à l'arrêt. Tout le monde va à Romainville, il faut 2h30 du 15e entre le transport et l'attente pour aller à Romainville, ce qui fait qu'en fin de compte, on arrive absolument à collecter que la moitié de ce qu'on pourrait collecter, et là aussi c'est un petit peu dramatique. Donc il faut quand même à un moment donné prendre la situation, prendre le taureau par les cornes et effectivement assurer le minimum pour nos déchets. Qui, je le dis, sont en train de sointer dans les caniveaux. Jean-Yves Pinet, pardon, on va faire un tour de table avec Philippe Bilger sur cette réquisition. Oui, c'est non à 80% chez nos auditeurs. La question. Je suis frappé par 2 choses. D'une part, le hasard a fait que j'ai pu lire quelque chose hier, sans savoir que vous en traiteriez aujourd'hui, sur le statut des éboueurs en France. Oui. Je n'aurais pas souhaité faire ce métier, même si en aucun cas il n'a à être méprisé d'une quelconque façon. Je note tout de même qu'il a un certain nombre d'avantages et qu'à l'heure actuelle, son statut s'inscrit plutôt dans le registre européen que dans le cadre national. Il y a un certain nombre d'avantages qui sont évidents et je dirais même que sur le plan financier, par rapport à d'autres professions et par rapport au temps de travail, il y a pire, c'est évident. Et je me demande pourquoi les maires, face à quelque chose qu'ils auraient le droit d'utiliser, ont tant de scrupules pour utiliser, devant la situation lamentable de Paris, par exemple, le droit de réquisition. Il va vous répondre, mais juste avant, on fait fini le tour de table avec Françoise Decoy. D'abord, sur le statut des éboueurs, vous êtes bien gentil, Philippe Bilger, de parler du statut des éboueurs. Objectivement, si vous allez lire jusqu'au bout, je ne sais pas où est-ce que vous avez lu ce papier, quand on le lit jusqu'au bout, on sait que les éboueurs ont en moyenne 7 ans de durée de vie,
moindre que la plupart des salariés, comme les égoutiers d'ailleurs, qui ont des avantages. On peut dire que les égoutiers ont des avantages, hein, ça c'est sûr, par rapport au temps de travail. Aller travailler dans les poubelles toute la journée, eh bien, quand un éboueur vous dit, pour moi, 2 ans de plus, c'est insupportable parce que j'ai déjà une durée de vie inférieure, en moyenne, hein, bien sûr, eh bien, on peut l'entendre. Deuxièmement, évidemment, et j'en suis ravi, c'est vrai que les usagers sont mécontents, mais la réalité, c'est que ce mouvement est populaire. Les éboueurs donnent... il est visible au moins. Mais il est visible, il donne de la visibilité à un combat. C'est très drôle de voir les poubelles qui débordent devant l'Élysée. Personnellement, moi, ça me fait sourire. Après, les rats, la puanteur, c'est pas le sujet. Moi, je crois vraiment que je vois bien les chaînes de télé qui essaient de trouver des gens qui râlent. Eh bien, à chaque fois, il y a à la fin de la phrase, c'est ouais, c'est pas sympa, mais quand même, ils ont raison. Et pas je tous, dis Françoise. non, non, mais en grande partie. Et je termine. Je pense que cette sympathie-là me fait penser à 95. Je pense sous votre contrôle, Frédéric. Et troisième point, c'est un mouvement qui est très organisé. Ça fait des semaines que je le dis. Il y a des caisses de grève qui sont mises en place depuis très longtemps. Allez. Voilà. Allez, oui, c'est vrai que c'est un mouvement plutôt populaire. Faut pas oublier que c'est vraiment la quintessence du métier pénible. Alors, il partait plutôt à la retraite que les autres. Il partait à 57 ans, il partirait à 59 ans. Et c'est vrai que il n'y a pas eu de sondage, mais on sent une opinion qui n'est pas vent debout. Maintenant, là où il peut y avoir un point de bascule, c'est sur la question de la santé publique, où là, il y a des risques sur la santé publique, non seulement les odeurs et la présence de rats. Il y a un grand acteur qu'on n'entend absolument pas, c'est le préfet de police et préfet d'Île-de-France. Eux pourraient peut-être, ils ont pouvoir pour pouvoir peut-être... C'est à eux de faire, c'est sur demande de maire. Hein. Je vis la métaphore de Françoise, en 95, c'est ce qui s'était passé. Et rappelons que sur la demande des élus locaux, effectivement, le préfet peut agir. Justement, Jean-Yves Pinet, vous demandez au préfet d'agir, vous avez entendu les réflexions, ce qui tétanise un petit peu les élus à Paris et dans les 8 villes là aujourd'hui qui sont pénalisées, c'est justement la condition des éboueurs. On est mal à l'aise quand même. Oui. Non mais bien sûr que je veux dire la pénibilité de ce travail, elle est reconnue et elle doit être reconnue et il ne faut pas l'occulter. Alors pour répondre au monsieur qui dit le mouvement est populaire, je vais juste donner un retour que j'ai eu parce que j'ai quand même depuis hier énormément de mails sur des gens qui nous demandent d'agir. Ils peuvent peut-être être d'accord avec le mouvement, mais dans ce cas-là ils nous demandent d'agir. Et j'en ai une qui dit que oui, les éboueurs ont le droit de faire grève, ils font bien de faire grève, mais allez chercher les éboueurs du privé pour ramasser. Alors c'est un petit peu paradoxal de dire voilà, dans un cas on a le droit d'avoir des éboueurs qui font la grève et de l'autre côté non. Je rappelle que d'autres entreprises privées travaillent, donc il est un petit peu aussi compliqué d'expliquer que les éboueurs de la ville de Paris ont le droit de faire grève et que les autres finalement doivent ramasser ce qui est dans les arrondissements. Oui, il faut qu'on agisse parce que là, à minima, sur certains coins, je pense aux crèches, je pense aux écoles, ça soigne de partout. Il y a un moment donné où de toute façon on aura quand même une petite urgence sanitaire. Alors c'est pas le Covid peut-être, mais ça pose problème, sans compter les pollutions après, parce que avec les eaux, ça passe dans les sols, ça passe dans les eaux, ça part dans la Seine, ça s'envole un petit peu de partout. Donc il faut quand même limiter les choses. Il y a quand même un moment donné où, moi je veux bien la grève, je veux bien un mouvement de grève, mais il y a un moment donné où on va pas pouvoir supporter non plus. Appelez-nous d'ailleurs, 0826, François, 0826 300 300. Dites-nous si vous êtes plutôt enclin à vouloir qu'on les ramasse ou est-ce que vous êtes plutôt enclin à ce que finalement on continue la grève. Notre invité Sébastien Leroy est avec nous, maire de Mandelieu-la Napoule, vice-président de la communauté d'agglomération de Cannes, Pays de l'Érins. Bonsoir, merci d'être en direct sur Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir Sébastien Leroy. Alors vous, à Mandelieu-la Napoule, situation correcte, mais vous avez une entreprise privée qui est à votre service. C'est peut-être en cette période ce qui peut faire pencher la balance, ça, le fait d'avoir le service privé en face. Ça fait partie effectivement des dispositifs qui permettent on va dire, de limiter les effets de grève, même si parfois les entreprises elles-mêmes sont touchées. Et on a eu par le passé des cas où c'était les sociétés privées étant impactées qui ne ramassaient pas, mais c'était beaucoup plus limité. Et on est dans une communauté d'agglomération, on a les deux systèmes en réalité. Sur Mandelieu, c'est du ramassage par société privée et marché public, mais sur les autres villes, on a gardé le système qui était en régie et on est en phase d'harmonisation. Bon, dans votre région, alors ce n'est pas dans votre communauté d'agglomération, mais Antibes souffre énormément. Des questions autour de la table. Philippe Bilger. Non, mais je veux dire, est-ce que l'État, par exemple, si je comprends bien, dans votre communauté, n'a rien à voir avec ce que vous imaginez à Paris? Vous ne ressentez pas les effets négatifs de quoi que ce soit? De cette grève.
Alors en fait, en réalité, nous, non, effectivement, on est assez préservés sur ce sujet. On n'a pas eu de grandes difficultés même par le passé. On a pu voir effectivement dans certaines grandes métropoles ou grandes agglomérations de départements que là, c'est un peu traditionnel. Je pense notamment dans les Bouches-du-Rhône, où il y a souvent ce type de problème. Et ça pose un petit peu la question en réalité à la fois de l'organisation du système, de son historique et de la conception qu'on a du droit de grève, qui est certes légitime, mais qui, dans certains domaine doit connaître des limites. Moi, je voulais juste dire... Allez-y, Françoise. Merci, ma chère Cécile. Je voulais juste dire que Naples a connu un mois de grève des poubelles et la ville s'en est parfaitement bien remise. J'entends qu'on sonne déjà le tocsin sur le tourisme. Alors, il y a le président de l'Office du tourisme qui a dit non, mais pour le moment, ça ne gêne pas. Je vois qu'on laisse traîner les micros, surtout les gens qui visitent Paris. Et je rigolais, il y avait une brochette, il y avait un Italien... Vous avez vu qu'Anne Hidalgo a fait nettoyer tout le pourtour de la Tour Eiffel. Non, mais ce que je veux dire par là... Non, mais ce que je veux dire par là, d'abord, il faut voir si c'est pas une entreprise privée. Par ailleurs, c'est pas le sujet. Tout le monde tombe à bras raccourcis sur Anne Hidalgo parce qu'elle soutient la grève, mais je vous rappelle que Le Havre déborde de poubelles et c'est la ville d'Édouard Philippe qui est en tête de tous les sondages de notre ami Frédéric Dabi. Donc, je veux dire par là, arrêtons avec l'apocalypse. On va tous mourir de la peste à cause des rats, à cause des éboueurs. C'est bien, je comprends votre logique, je comprends bien. Essayons de mourir le plus tard possible. Non, mais c'est une blague. Non, mais tu vois, tu comprends, c'est une blague. Je n'ai pas d'humour, je le répète. C'est ça. Ouais. Le discours apocalyptique qui consiste à dire les touristes vont fuir, c'est horrible. J'écoutais une anglaise qui disait bah oui, c'est ennuyeux, mais en vérité à Londres il y a encore plus de grèves et encore plus de poubelles et ils ont bien raison de se battre pour leurs droits. Il y a un problème pour tous ces élus, il y a un levier qui n'arrive pas à bouger, c'est la sympathie du public pour ces mouvements. 0826 300 300 Pierre, de retour. Oui. Pierre Isbach. Alors Pierre. Alors moi j'habite à la campagne, donc je ne suis pas impacté par les grèves. Bon, on va raccrocher alors, laissez tomber. Dans la campagne toulousaine, on le rappelle. Voilà, exactement. Mais par contre, ce que je dirais, c'est que je crois que surtout c'est un problème de fond, c'était un problème lié aux retraites et non pas un problème des boueurs. Donc aujourd'hui, bien entendu, on s'est passé plus ou moins des grèves de SNCF aux grèves EDF et maintenant aux grèves des éboueurs. Et demain, ça fera quoi? Donc la question, elle n'est pas là. La question, elle était vraiment sur les retraites. Aujourd'hui, bien sûr, on utilise n'importe quel moyen. Donc demain, vous aurez beau privatiser le système des éboueurs en France, ils trouveront d'autres moyens, c'est-à-dire les CGTistes, entre guillemets, trouveront d'autres moyens pour faire grève ailleurs. Donc je crois que non, le vrai problème aujourd'hui, c'est ce problème de retraite. Et en effet, ces retraites peuvent être, pour moi, à mon sens, elles auraient dû être maximum à 60 ans, sachant qu'il y a des moyens énormes pour pouvoir régler ces retraites, si ce n'est que la seule chose que l'on veut faire, c'est qu'on préfère dépenser de l'argent public dans des domaines qui n'intéressent pas forcément les gens, plutôt que de donner de l'argent aux gens ou de capitaliser pour les retraites. Mais puisqu'on parle de la retraite, Pierre, effectivement, le symbole est fort par rapport aux éboueurs qui, on l'imagine, n'ont pas envie de faire toute leur vie en faisant ce métier. Une question, parce que Jean-Yves Pinet, maire adjoint en charge de l'espace public dans le 15e arrondissement de Paris, est resté avec nous. Et merci. Vous nous confirmez qu'à Paris, c'est kiff-kiff au niveau des marchés. Il y a une partie qui est du service public et de l'autre du service privé. C'est ça, hein? Tout à fait. Donc les arrondissements, donc collectés par la ville de Paris sont tous à l'arrêt là depuis le déclenchement du mouvement et donc normalement le seront jusqu'au 20 puisque sur Paris on a eu l'information qu'ils reconduisaient leur mouvement jusqu'au 20. Sur les autres arrondissements, donc ce sont des sociétés privées. Nous, la difficulté sur le 15, je le redis encore, c'est que le dépôt d'ébène étant dans une circonscription détenue par Mathilde Panot, elle a orchestré effectivement le blocage du dépôt alors qu'on a des éboueurs qui veulent travailler. Bien évidemment, j'entends tout ce que vos invités ont dit et bien sûr la pénibilité du travail, mais aussi la sympathie du public. La problématique, c'est pas tant la sympathie du public. On va pas tous mourir demain, on est d'accord. Sauf qu'il y a un moment donné où effectivement, on a quand même une grosse problématique devant certains endroits, devant des hôpitaux. Excusez-moi, mais quand les hôpitaux ne sont plus collectés et que tout est devant, il y a quand même un petit problème là d'hygiène et il faut quand même qu'on fasse quelque chose. On nous demande à nous, élus locaux qui sommes en première ligne, comme à chaque fois, d'agir. Et alors que ce sont parfois des situations qui nous dépassent. On a eu une grève salariale chez Pisorno il y a quelques mois de ça. C'était une grève entre l'employeur et les salariés pour des augmentations de salaire. On a joué les médiateurs. Une société de ramassage. Une société de ramassage. Ouais. Bon,
on a joué les médiateurs, on a pu travailler, on a pu rencontrer tout le monde. Mais là, le problème, c'est que nous-mêmes, on ne sert à rien pour jouer les médiateurs, puisque ça nous dépasse. Et comme ça nous dépasse, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? À part prendre des coups, voilà, l'élu local, il est toujours en ligne de mire, il prend les coups. Alors j'entends bien que ce soit sympathique, bien évidemment. Il y a une sympathie pour ce travail pénible. Elle l'a été pendant le Covid, alors pas tout le temps, hein, mais elle l'a été. Mais maintenant, il faut quand même aussi agir et que chacun prenne ses responsabilités. Le préfet, la maire de Paris et l'ensemble des élus et des responsables de l'espace public. Et vous espérez des réponses quand, en tout cas? Si je pouvais raccrocher et avoir ces réponses, ce serait parfait, mais malheureusement, je vais pas les attendre tout de suite. J'ai l'impression qu'on joue la montre. Donc, on essaye de trouver des solutions, on essaye de travailler. On y a travaillé tout le week-end avec Philippe Goujon pour essayer justement de voir des solutions. On a des bennes qui retournent ce soir justement parce qu'on a réussi à trouver des solutions pour éviter le blocage du dépôt. Donc, nous, on fait le boulot d'élu local vis-à-vis de nos populations. Maintenant, à chacun de faire la sienne, que ce soit effectivement les préfets, les réquisitions, la maire de Paris ou même au niveau du SICTOM. Hein, j'invite le président du SICTOM quand même à réouvrir 1 ou 2 centres d'incinération parce que ça commence à coincer sérieusement. Et juste petite parenthèse, Sébastien Leroy, vous me confirmez que dans la région, c'est essentiellement Antibes qui est touché par les grèves. Pour le reste, ça va sur la Côte d'Azur. À ce stade, ça va. Par contre, ce que je voudrais rajouter par rapport à ce que vient de dire mon collègue, auquel je souscris complètement, hein, c'est vrai que l'élu local est toujours en première ligne, responsable de tout. Il faut bien comprendre que la difficulté qu'on a aussi, c'est qu'on ne peut pas agir s'il n'y a pas la notion de danger qui est avérée. La notion de danger, elle est interprétée assez strictement par les tribunaux administratifs. Et si vous faites des réquisitions, par exemple, sur des notions qui ne sont pas avérées, vous vous faites casser, ça ne marche pas. Mais il faut bien comprendre que le danger, il est à la fois sur la santé publique, il est sur l'hygiène, mais il y a aussi plusieurs sortes de dangers. Je vous donne un exemple très concret qui s'est passé il y a moins de 2 ans sur la ville de Marseille, quand il y a eu une grève des éboueurs qui a duré plusieurs semaines. Il y avait des centaines de tonnes d'ordures dans les rues, des averses sont arrivées qui n'étaient pas prévues, tout a été balayé et est parti en mer. Et la Méditerranée a été polluée d'un coup par des centaines de tonnes d'ordures qui ont été sur les fonds et qui y sont toujours. Donc on peut accepter effectivement le débat social, mais on ne peut pas, sur ce sujet-là, le considérer comme tous les autres, parce qu'il y a un impératif d'hygiène et de sécurité publique. Et puis surtout, pour la manifestation demain, beaucoup ont peur qu'on mette feu à ces poubelles, hein, parce que là, pour le coup, ça peut être un risque aussi. Merci beaucoup, en tout cas, à nos interlocuteurs, à nos invités d'avoir été avec nous. Sébastien Leroy, maire de Mandelieu-la-Napoule, vice-président de la communauté d'agglomération Cannes-Pays de l'Airain. C'est Jean-Yves Pinet, maire adjoint en charge de l'espace public de la mairie du 15e arrondissement de Paris. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous. On reste encore quelques minutes avec un auditeur 0826 300 300 pour réagir à cette émission. À tout de suite. On en prendrait un petit peu quand même, encore un peu, hein. Des vrais bois. On n'a pas envie de les faire partir. On veut pas qu'ils partent. On veut les garder avec nous. Françoise Degault est avec nous, Philippe Bilger est avec nous, Frédéric Dabi est avec nous. Et nous avons la chance d'accueillir Virginie du Val-de-Marne au 0826 300 300. Bienvenue Virginie. Bonjour, bien, Virginie. Bonjour Virginie. Pour votre radio. Juste à côté. Oui, allez-y. Allez-y, Virginie. Je vous connais seulement depuis le Covid. J'ai vraiment l'honneur de vous connaître parce que vous êtes une super radio. C'est gentil, et voilà, depuis, je vous écoute tous les jours quand je suis en voiture. Et vous voyez, je rentre. J'ai un travail qui n'est pas pénible, soi-disant, mais je rentre chez moi et je mets des fois des 2-3 heures pour rentrer parce que je suis sur la région parisienne. Donc, vous voyez, on n'a peut-être pas de travail pénible assis dans un bureau à se travailler la tête. Mais c'est une autre pénibilité. Vous avez bien raison. Voilà. Et vous faites quoi, Virginie, dans la vie ? Alors, je suis dans la gestion immobilière. Ah, dis donc, on est à fond dans l'immobilier ce soir. Et vous êtes dans le Val-de-Marne, à côté des fameuses usines d'incinération qui ne marchent pas, qui sont en grève. Donc, les poubelles. Écoutez, moi, je suis entièrement d'accord avec eux. Je suis pour qu'ils fassent la manifestation, enfin, pour qu'ils fassent justement grève. Justement, ils nous aident, je pense, parce que, comme vous dites, c'est populiste. Populiste, que ce soit cadre, non-cadre, employé, etc. Grâce à eux, entre autres, parce que j'espère que ça va grossir encore plus. J'espère qu'on arrivera à faire plier ce gouvernement qui ne nous écoute absolument pas et qui se fiche de nous complètement, quoi. Voilà. Virginie, vous avez manifesté ?
Alors moi je n'ai pas manifesté, alors je vous explique, je n'ai pas manifesté ces derniers temps pour justement pour la retraite, alors que j'ai malheureusement contre la retraite, vous dites, oui, contre la retraite, oui. Manifester contre la retraite, excusez-moi, alors que j'ai 55 ans et que j'ai commencé à 16 ans, donc voilà, carrière longue. Théoriquement, parce que voilà, je sais pas ce qu'il veut nous pondre, puisqu'on ne sait pas encore réellement si on va pas se prendre 4 trimestres de plus. Enfin bon, il y a rien de normal dans cette réforme pour moi. Virginie, vous avez le soutien de Françoise de Gois, forcément. Ça, on l'imaginait. Oui. Oui, non, mais c'est important. Est-ce que vous l'avez de Philippe Bilger? Ça, je ne sais pas. J'écoute Virginie, elle est très passionnante. Moi, je mesure le soutien. Oui, voilà, je mesure le soutien. Mais c'est vrai que je ne mesure pas. J'espère que tout va se durcir. J'espère parce que c'est grâce à ces gens-là que justement on va avoir ce que l'on veut. Hein. Si on ne fait rien, on n'aura rien. Parce que monsieur, de toute façon, a la tête dure et ne veut pas nous écouter. Donc, et pourtant, vous voyez, je suis cadre. Hein. Donc, voyez, je suis cadre. Je suis carrément contre ce gouvernement. Mais notre pays est en train de chuter, mais complètement. Franchement, on ne parle plus que de choses surréalistes. Virginie, rapidement, Virginie, puis-je vous demander si vous êtes hostile au projet sur les retraites ou plus globalement à la pratique au président Macron, globalement? Les deux. Voilà, j'étais sûre qu'elle allait dire les deux. Voilà. Merci en tout cas beaucoup, Virginie. Attention sur la... Oui, soyez prudente, Virginie. Attention, mais j'ai le kit main libre. Ça faisait un super son, ça faisait direct. Ambiance sur la course, on entendait les motos. Moi qui suis fan de cyclisme, c'était génial. Merci beaucoup, Virginie. Moi, je peux pas les voir, les cyclistes, surtout à Paris. Allez, ça y est. On a un midi bas dans la machine là. C'est pas vrai. Merci beaucoup, Virginie, de nous avoir appelés. Bon courage et faites attention à vous. Merci beaucoup, Philippe Bilger, pour ce joli moment. Merci, Françoise Degois. Merci, Frédéric Dabi. Vous restez avec nous dans un instant. On partira en direct avec notre copine Christine Bouillot en direct de Toulouse. Il y a un salon sur place et nous sommes partenaires de ce salon Synergie. Oui, à vélo. On y va à vélo. Allez, à tout de suite.